El pueblo unido jamás será vencido. 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 Pour le dire honnêtement, c'est un grand honneur de pouvoir entretenir cette séance. Aussi parce que l'art a une énorme importance pour ma propre vie. J'espère pouvoir vous donner en tout cas un peu de mon étincelle d'amour pour l'art. C'est pour ça que j'ai appelé mon exposé en défense de l'art. Je pense que ça décrit bien ce qui est la tâche de nous aujourd'hui dans ce monde. De défendre l'art et la culture, ce qui nous rend humains face à la destruction capitaliste, qui dispose d'une grande colère de destruction dans sa période de déclin. Et en tant que communiste, on doit vraiment être au premier front en ce qui concerne la défense du trésor de l'art de l'humanité. Parce que ça, c'est vraiment le sol, le terrain. C'est pas juste l'économie, la technique, la science. La culture et l'art, ça c'est le sol sur lequel nous allons construire, développer le nouvel humain. C'est pour ça qu'on n'est pas indifférent face à cet héritage. Et je pense que c'est seulement possible lorsque on n'analyse pas seulement l'art et la culture en tant que marxiste sobrement, mais seulement si on s'y plonge aussi personnellement dans ce trésor. Ça c'est l'objectif de ce workshop. Pour commencer avec une question. Qui parmi vous voulait devenir artiste, musicien, écrivain ou un truc comme ça? Regardez bien autour de vous. Et qui de vous, en tant que gosse, aimait bien écrire, faire de la musique, dessiner, etc. C'est une grande majorité. Après, on arrive à l'école et on nous dit l'art et la musique, c'est pas important. Ce sont ces matières dures qui sont décisives pour ce qu'on va devenir. Et l'art, la musique et tout ça, c'est déjà à l'école, c'est rabaissé. J'ai moi-même été enseignante et c'est pas la faute des enseignants, eux ils ont juste pas le temps. Mais les cours de musique à l'école c'était souvent juste allumer quelque chose sur YouTube et après tout le monde chante avec un peu. Et les cours d'art c'était de dessiner quelques mandalas pendant que l'enseignant corrige un examen à côté. Et quand moi j'ai enseigné, je le faisais différemment. J'ai vraiment fait des cours sur l'art et l'histoire de l'art. Un exemple de Kandinsky, un de mes artistes préférés, il soutenait la révolution russe et il était pendant une courte période le chef de l'Institut du développement de l'art et de la culture du jeune État soviétique. Et plus tard, il était cofondateur du Bauhaus. Il s'agit de l'école artistique la plus importante moderne. Il s'est remplacé. Pour l'architecture moderne. Jusqu'à ce qu'en 1933, il a dû fuir des nazis. Donc ce que j'ai fait, c'est avec des gosses de 12 ans, j'ai traité toute cette histoire de l'émigration sous le régime tsariste, à travers la révolution russe, jusqu'au point de se faire chasser du régime des nazis, et comment ça se reflétait dans son art. Ça, j'ai traité avec les enfants. Et comment, en même temps, il faisait usage de l'art pour avoir une influence sur ces événements. Et j'ai inspiré de l'art de Kandinsky, on a aussi fait des portraits de la classe, on a aussi fait de l'art, pas seulement l'histoire de l'art. C'est très chaud, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, venez me voir. Mais le plus stylé, c'était une semaine plus tard, lorsque 5 enfants sont venus vers moi et m'ont raconté, en ayant les yeux brillants, que lors de leur après-midi congé, ils venaient de peindre en Kandinsky un portrait de 6 mètres en taille sur la cour de l'école, genre armé de pinceaux et de couleurs. Et c'était écrit Kandinsky au-dessus du dessin. Pour ces enfants, cet artiste c'était un héros. Parce qu'il est intervenu, il a influencé le monde armé de pinceaux et de couleurs. Et ça c'est juste un exemple, j'en ai des douzaines. L'art inspire.
Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais cette étincelle, elle est là dans chacun de nous. Ernst Fischer, il a dit que l'art exprime la nécessité humaine d'être en harmonie avec son entourage, avec le monde. Et Ernst Fischer, c'est un marxiste apprécié par Ellen Woods aussi. Et cette nécessité, on peut l'exprimer de différentes manières, positivement, négativement. Et sa thèse, c'est aussi que l'art faisait toujours partie de l'essence humaine, de l'humain. Et le sera aussi toujours. Mais ce qu'on peut clairement dire, c'est que dans le capitalisme, cette étincelle se fait systémiquement détruire. Et c'est totalement erroné de dire que la classe ouvrière n'aurait pas d'intérêt à l'art. Nous, communistes, comprenons que la classe ouvrière n'est pas simplement juste une victime, comme d'autres à la gauche le voient. Les ouvriers ne sont pas juste une classe opprimée et exploitée. La classe ouvrière, c'est la classe créatrice dans la société. C'est elle qui crée toute la richesse. C'est eux les gérants implicites de l'économie. Mais ce qui est clair, c'est que la classe ouvrière se fait systémiquement exclure de l'art, de la sphère de l'art et de la culture. Les ouvriers n'ont ni le temps ni l'énergie de faire de l'art ou bien de s'approprier de l'héritage artistique, de la littérature, les opéras, les musées, les théâtres. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans des temps normaux, la majorité accepte cela. Comme en politique aussi, c'est comme accepter que la société se fait gérer par des soi-disant experts. Mais cette mentalité d'esclave, elle change justement au cours d'une révolution. Une révolution, c'est rien d'autre que la pénétration massive des masses sur la scène de l'histoire. Et avec cela vient aussi la soif du savoir. Et on le voit déjà aujourd'hui avec les jeunes salariés qui se radicalisent maintenant, ce que nous appelons la couche d'or. Déjà lors de notre congrès de fondation, on a vu des jeunes camarades qui vont sur la scène et qui disent « En fait, j'ai jamais pensé que j'allais être capable d'étudier de la théorie, mais je comprends que c'est nécessaire et c'est pour cela que je le fais. » Et ce qu'on voit vraiment en germe dans cette couche, cela se fait multiplier infiniment au cours d'une révolution. Et ce qui est important à comprendre, c'est que dans le communisme, il ne s'agit pas juste de question de pain. On ne lutte pas juste pour que l'humanité puisse survivre. Ça, c'est le regard étroit du réformisme. Ce que nous disons, c'est que le communisme, c'est la libération de tout potentiel humain. Que la grande majorité de la journée ne doit plus être consacrée au travail salarié, mais on veut créer justement du temps, des ressources pour de l'art, de la culture, des relations sociales. Et c'est ça qui constitue en fait l'humain. C'est ça qui le différencie des animaux et ce qui donne un sens et de la couleur à un homme. Comme Engels l'a dit, c'est le saut de la sphère de la nécessité à la sphère de la liberté. Et on voit que le capitalisme, il a créé les conditions pour cela au niveau global. Les forces productives sont développées au niveau technique et culturel à un point où le potentiel a été créé pour tout. Mais aujourd'hui, le capitalisme est en déclin. Et ceci menace rien d'autre que l'humanité et la civilisation entière. Cette crise, elle mène à un retour vers la barbarie si ce système ne se fait pas renverser. On le voit déjà en germe partout et on le voit aussi dans le déclin de la culture. Il y a une étude de PISA qui dit qu'un quart des jeunes en Suisse ne peut plus bien lire et écrire aujourd'hui en Suisse. Violence domestique, troubles psychiques, ça augmente aussi en Suisse. C'est des indications claires de barbarie augmentante. Et ça, c'est que le début. Cette période vient seulement de commencer. Les capitalistes sont à l'offensive partout. Les budgets de culture et d'éducation il y a de l'austérité partout, se font sacrifier pour la militarisation. Et l'héritage culturel se fait ainsi détruire. Prenons le Moyen-Orient. Il n'y a pas juste des millions de personnes qui se font tuer et pousser à la fuite par l'impérialisme, mais il y a aussi un des plus grands héritages culturels de l'humanité qui est en train de se faire détruire. L'Irak, la Syrie. Rien qu'en Syrie, la Syrie dispose d'une histoire riche en culture qui date depuis 6500 années. 33 civilisations différentes y ont laissé leurs traces.
Ce pays, on y a touché hier dans l'exposé sur la question kurde, a été bombardé, détruit. En prenant Athènes, le noyau de la civilisation occidentale, le plus grand truc qui reste, c'est l'Acropolis. Et l'Acropolis est en train de décliner, en train de s'effondrer parce qu'il n'y a pas de ressources pour la restauration. Nous, en tant que lycéens, on a pris en main la lutte contre cette barbarie. Parce que nous comprenons que nous avons besoin non seulement de l'héritage économique et culturel de l'histoire des sociétés de classe, mais aussi l'héritage culturel, pas juste économique, technique, mais aussi culturel. Ça, c'est le plus grand trésor qui nous a été laissé. Et c'est une tâche révolutionnaire de sauvegarder cet héritage face à la destruction barbarique. C'est à nous d'exproprier les capitalistes et les impérialistes. On doit leur arracher cet héritage et le rendre disponible enfin aux grandes masses. Et ainsi, on ne va pas seulement illuminer une toute petite minorité, comme dans les Lumières c'était le cas, mais de milliards de personnes, de l'ombre vers la lumière. Et je pense que l'art jouera un rôle crucial là-dedans. Et je pense que ceci commence ici, aujourd'hui chez nous, si on entre à l'histoire de l'humanité. On voit que l'homme, il a toujours fait de l'art. Ça faisait toujours partie de la domination de la nature. Et bien sûr, on voit à travers l'histoire que l'art a tout le temps pris des nouvelles fonctions changeantes. Mais il s'agissait toujours de donner un sens à l'essence de ce qui nous entoure, à l'essence de la nature. Tout comme la science aussi. Mais la science le fait avec des termes, des définitions. Et l'art le fait avec des images ou avec des métaphores, donc des images linguistiques. Si nous voulons comprendre l'art, on peut le faire que historiquement, seulement en lien avec le développement sociétal général. Et je pense là, on doit comme combattre deux fronts. D'un côté, on doit lutter contre la conception que l'art serait quelque chose de séparé de la société. Non, l'art n'est rien de séparé, rien de divisé, mystique qu'on ne pourrait pas comprendre. Ce serait de l'idéalisme. En dernière instance, l'art est dépendant de la société et là de l'économie. Mais ce lien, il n'est pas mécanique. Tu ne peux pas tracer une ligne directe de l'économie à l'art. Mais c'est une relation dialectique. L'art dispose de lois internes à elle. Elle s'attache par exemple toujours à l'héritage culturel déjà existant. Elle y répond, elle est en relation avec son héritage. Ça veut dire que plus grande est l'histoire culturelle, plus grandes deviennent les relations parce que l'héritage sur lequel elle se base s'agrandit. Et de l'autre côté, l'art joue aussi elle-même un rôle en retour sur le développement de la société. Et là, donc, histoire de l'art assez fragmentée, ça m'a fait des troubles, des maux de tête de voir. Ah ben voilà, eu me senti Vous devez le faire vous-même mieux ou plus complet. L'art la plus ancienne, on la trouve dans les caves, dans les dessins de caves. Une grotte. Taverne grotte. Donc, les premiers dessins des grottes, on les a trouvés il y a 60 000 ans. Et ces peintures dans les grottes, c'est tellement impressionnant au niveau de l'esthétique, au niveau des détails aussi. Il y a vraiment beaucoup de livres à la maison sur l'art ancien. Elle n'avait pas le droit de les amener ici. On y voit dans ces peintures des scènes de chasse, pas d'humains. Et la thèse, c'est que cet art des peintures de grottes est étroitement lié au travail de l'époque, oui, à ce que les gens faisaient. Et à travers cet art, en fait, les hommes essayaient, donc avec de la magie, d'essayer de multiplier les chances de succès de la chasse. Donc il s'agit d'une tentative de domination de la nature. Et là, dans ce stade précoce, la science, le travail, l'art, c'est tout encore flou, mélangé. Ensuite, la révolution néolithique, je pense la plus grande révolution de l'humanité, qui a eu lieu entre il y a 12 000 ans jusqu'à il y a 6 000 ans. Là, on est passé à des sociétés de chasseurs-cueilleurs
à des sociétés sédentaires. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est devenu capable de produire un surproduit, donc qui dépasse ce qui est nécessaire pour la survie immédiate. Et l'existence de ce surproduit permet à une poignée, à une minorité de s'en approprier, et ça c'est le point de départ de l'histoire des sociétés de classe. Le début de l'existence des sociétés de classe, de la propriété privée et avec cela aussi de la famille nucléaire et de l'oppression des femmes. Et avec cela aussi le début de la division du travail physique et mental. Et cette division, elle est décisive pour le développement de la culture. Une minorité est libérée du travail physique et peut s'intéresser et se consacrer, se dédier aux sciences, à l'art, etc. Et Engels a dit que les classes dirigeantes, depuis qu'elles existent, elles ont un monopole sur l'art et la culture. Et la classe dirigeante utilise ce monopole pour sa propre domination de classe. Dans toute société de classe, les idées dominantes sont toujours les idées de la classe dominante. Et c'est ça qui fait de l'histoire, qui rend l'histoire de l'art contradictoire. L'art, la science, la philo, peu importe quelle sphère on regarde. Ces sphères sont développées par la classe dirigeante et en excluant la grande majorité. Donc en tant que communiste, lorsqu'on regarde cet héritage culturel, on doit bien séparer ce qui était progressif. Donc ce qui suivait l'ambition de mieux saisir la vérité. Et quelle était la partie réactionnaire? Donc qu'est-ce qui a seulement servi à la classe dominante de rester au pouvoir? En Égypte, il y avait la première culture fleurie, je sais pas comment, première haute culture, et on voyait que cette culture était sous contrôle direct d'une caste de prêtres. Les artistes sont des artisans purs, et l'art en Égypte, c'était des grandes pyramides, des énormes statues, etc., des pharaons qui servaient à justifier le règne de cette caste de prêtres. Et là, on voit dans cette première haute culture, oui, haute culture, mais elle ne se développe pas tellement. Et le premier point d'apogée a lieu dans l'Antiquité, surtout dans la démocratie d'Athènes, où il y a une première couche de citoyens libres, ce qui amène vraiment à un premier essor de créativité dans l'art et de la culture. Par exemple, dans l'architecture, cette esthétique avec les piliers. Dans la poétrie, il y a Homère, il y a la mythologie grecque. Et là, on voit on voit pour la première fois un petit grain du potentiel humain. Mais l'art était toujours hautement monopolisé. L'art était restreint et réservé à une petite minorité qui, elle, se basait sur le travail esclavagiste et sur l'oppression des femmes. Mais nous voyons en germe dans l'Antiquité grecque ce qui peut se produire lorsque cet art devient accessible à une plus grande couche. Et dans le communisme, on va multiplier ça fois 1000. Mais l'Antiquité est grecque et romaine et en fin de compte chutée en elle-même à cause de ces contradictions internes. Et qu'est-ce qui se passe? Pas juste un déclin économique énorme, mais aussi un déclin culturel. Donc ici aussi, il y a un lien direct entre le développement économique et culturel. Et les postmodernes nous racontent qu'il n'y aurait pas de progrès dans l'histoire et que toute culture est pareille. Mais c'est absurde, au Moyen-Âge, il n'y avait quasi pas de progrès du tout, et il y avait une destruction massive de la culture. Donc par exemple, juste pour donner un exemple, des rues construites par l'Empire romain qui était le plus progressif encore des centaines d'années plus tard, au Moyen-Âge. Et l'essor de l'Église catholique a joué un rôle réactionnaire qui a activement détruit l'héritage de l'Antiquité. Et pour des centaines d'années, la vie culturelle était sous le monopole absolu de l'Église. Donc là, on parle de la période de la gothique, où seulement, dans ce qui concerne la construction d'églises, il y a eu certains progrès. Et c'est seulement grâce aux Arabes que l'héritage de l'Antiquité a été préservé.
Mais après la première rupture avec cette prison du Moyen-Âge, on l'a vu en Italie avec la Renaissance. Là aussi, l'impulse vient de l'économie. C'est des centres commerciaux en plein essor à Florence, Milan. Essor d'une nouvelle classe de commerçants. Et ceci a donné des nouvelles impulsations à l'art. Cette époque, on l'appelle la Renaissance. La deuxième plus grande fleur au niveau culturel de l'humanité après l'Antiquité, et peut-être la plus grande de l'histoire de l'humanité, qui a duré 200 ans à peu près. Il y avait l'invention d'imprimer des livres et des écrivains comme Dante, qui lui date encore un peu avant la Renaissance en fait, mais qui pour la première fois ont traduit du latin à la langue moderne italienne et ont donc permis le développement de la littérature moderne. La Comédie divine de Dante, c'est une pièce de chef-d'œuvre de la littérature. Renaissance de quoi? Renaissance de l'Antiquité et visée contre le règne de l'Église. Un de mes artistes préférés, Da Vinci, date de cette période. C'était un génie universel. Il a révolutionné la peinture. En citation, un bon peintre doit peindre deux choses, c'est-à-dire l'homme et les intentions de son âme. Et ceci était en contraste net avec les images divines, les images sacrées divines qui avaient toujours l'air pareil et qui étaient standardisées. Donc lui, Da Vinci, il a fait avancer l'art en tant que science en fait. Il avait une prétention de réalisme très nette, et pas de manière idéalisée comme les Grecs, mais il a vraiment travaillé des corps humains morts pour les découvrir. Pourquoi? Parce qu'il voulait découvrir l'essence du mouvement humain, et pour ça il faut voir à l'intérieur, comprendre les liens entre les muscles, les veines, machin. Et il a dit qu'en tant que véritable artiste, il faut être résistant face aux odeurs du corps humain. Mais il ne s'agissait pas juste après pouvoir esquisser avec le plus de détails possible un cadavre, un corps humain, mais il s'agissait de pénétrer l'essence. Il voulait pouvoir regarder dans l'âme de l'humain individuel. C'est pour ça que ce qu'on trouve mystérieux dans Mona Lisa, c'est à ça qu'il a dédié sa vie. Un critique artistique de l'époque a dit que Da Vinci a en fait tout le temps juste fait organiser des concerts et des théâtres pour que Mona Lisa ait tout le temps le sourire. Mais en fait, Mona Lisa elle-même, c'était en fait le portrait d'une femme commerçante. Donc il s'agit d'une classe de commerçants qui commencent à acheter des telles peintures aussi pour pouvoir s'illustrer elles-mêmes. Et avec ça, l'artiste passe de l'artisan au créateur dans le sens propre qui cherche à pouvoir s'exprimer librement. Dans le cas de Da Vinci, c'était flagrant. Da Vinci, c'était un enfant illégitime, donc il n'avait pas le droit à une formation en fait, probablement seulement école primaire. Donc il s'est enseigné lui-même tout ce qu'il savait. Je sais bien que beaucoup de gens qui se croient intelligents pensent pouvoir me critiquer parce que je suis un homme simple. Quels gens bêtes. Ne savent-ils pas que mes propres leçons ne sont pas tirées à partir de mes mots, mais tout d'abord à partir des expériences. L'expérience a été et est toujours l'enseignante la plus importante. Là-dedans, dans cette citation, on entend parler la voix en essor du matérialisme. Et ça, c'est au 14e. On dit même qu'il était athéiste. Probablement, Da Vinci est seulement entré dans l'église pour toucher une pension. Freud dit une fois que Da Vinci, c'est comme un homme qui a été réveillé trop tôt dans l'ombre de l'histoire. C'est vraiment fou parce que c'était un génie universel, chimie, maths, ingénieur, artiste, etc. Ses idées disposaient d'une prévision incroyable. Il a construit des objets volants, il a
esquissé des chaussures pour marcher à travers l'eau, des objets qui ont en fait seulement été inventés des centaines d'années plus tard. Il a créé énormément de choses et presque rien de tout ça a été publié pendant son vivant, justement parce qu'il était trop tôt par rapport à son époque. Là aussi, on voit le potentiel humain en germe. Da Vinci était un homme non éduqué, chanceux. Combien de ces Da Vinci finissent en tant que pauvres paysans ou salariés qui n'ont jamais la chance? La Renaissance avait une énorme influence sur le développement ensuite de l'art. Par exemple, sur la Réformation. En 1520, il y a Luther qui traduit la Bible. Ça, c'est un autre coup dur contre le monopole de l'Église catholique. Ça aboutit à des révoltes paysannes, à des guerres paysannes, mais aussi à la conquête des images, genre les paysans qui courent dans les églises et enlèvent les images sacrées qui sont expression de la dominance de l'église et qui les brûlent. Je dois sauter une partie, j'aurais parlé de la révolution bourgeoise aux Pays-Bas, mais ce qui suit maintenant à la Réformation, c'est une série de révolutions bourgeoises, Pays-Bas, Angleterre, qui elles font effleurir l'art, par exemple aux Pays-Bas, avec la peinture en huile. En Angleterre, Shakespeare, la révolution au sein de la poésie et du théâtre. Shakespeare qui s'est très clairement basé sur Dante. Et on voit là que la bourgeoisie est en train de préparer ses armes idéologiques. Non seulement elle est en essor au niveau économique, mais elle s'arme aussi avec l'héritage culturel pour ensuite pouvoir politiquement renverser l'aristocratie. Et très bien, on le voit aussi en Allemagne. Les Lumières, en Allemagne, le représentant principal, c'était Goethe. Et Goethe, à mon avis, dans la littérature, il a eu le même poids que Hegel, il a eu en philosophie, une véritable révolution de l'esprit. Mais les deux étaient conservateurs, en fait, dans plusieurs aspects. Ça veut dire que aussi l'artiste, tu ne peux pas le confondre avec son œuvre. Hegel, à travers toute sa recherche du développement de l'esprit de l'histoire de l'humanité, il a découvert des lois de développement général, la dialectique. Et Goethe, dans son œuvre Faust, il a fait quelque chose de très similaire. Il est en fait passé à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc., jusqu'à l'essor de la bourgeoisie. Et il a inclus aussi dans ses œuvres toute la tradition de poésie. Il avait lu beaucoup. Il avait aussi appris la poésie orientale, par exemple. Donc il était aussi un fondateur de la littérature mondiale, ce qui est aussi en fait une anticipation au niveau culturel du capitalisme en tant que système global. Et ce qui est peu étonnant, c'est que Goethe aussi, il est arrivé à la dialectique. Tout ce qui est mérite de s'en aller, c'est une des phrases connues de Goethe. Et la dialectique est révolutionnaire de manière inhérente parce qu'elle comporte en elle-même déjà le germe de son propre dépassement. Et quand même, Goethe, il était en défaveur de la Révolution française, même si en fait, au niveau de l'esprit, il était un préparateur de la Révolution. Il a cofondé Orage et Passion, qui était un précurseur de la Révolution française. Son poème sur Prométhée en est un bon exemple. Dans le nouvel magazine théorique, il y a un article sur Prométhée qui a en fait apporté le feu aux humains pour qu'ils puissent résister à Zeus et le monde des dieux. Et ça, c'est de la matière de poésie qui sert après la révolution bourgeoise contre le monde divin. Et son poème commence avec la phrase « Je connais rien de plus pauvre que votre existence des dieux en dessous du soleil. » Vous vous nourrissez de sacrifices de victimes qui sommes nous et du souffle divin. Et vous auriez faim vous-même si les pauvres n'avaient pas
des illusions, autant naïf en vous. Donc on voit là-dedans le mépris envers Dieu et l'Église qui s'enrichit au détriment des pauvres. Donc là-dedans, on voit la question de classe. Shelley, un poète anglais révolutionnaire, a en fait terminé, amené à la fin cette légende de Prométhée 40 ans plus tard. Son œuvre termine avec la chute de Zeus et du monde divin et avec la création d'un paradis sur terre mené par Prométhée. Donc on voit que l'impulsation à ces œuvres vient pas de l'art elle-même, mais de la société. Mais au cours du processus de la révolution, l'art devient elle-même un facteur qui influence le développement. L'art donne une expression, une langue à la révolution. Et Shelley a écrit un texte magnifique en défense de l'art de la poésie. Et là-dedans, il explique en fait, dans cet exposé, que les poètes, à travers leur inspiration sans peur, peuvent devenir une inspiration pour la révolution. Et en pouvant construire un paradis dans l'art de la poésie, ces artistes peuvent en fait être un miroir qui anticipe les développements sociétaux qui vont suivre. Il dit que les poètes, c'est comme les trompettes qui font appel à la lutte. Et c'est ça la magie de l'art. L'art ne parle pas seulement à l'intellect, mais aussi au cœur, comme Lénine le disait. Et l'art, en fait, ça lève notre regard vers la future libération de l'humanité. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin en tant que communistes. On a besoin du regard le plus loin possible. Pour finir, l'art a toujours fait partie de l'humain. Là où il y a de l'art, il y a des hommes. Là où il y a des hommes, il y a de l'art. Marx a dit une fois, le développement des 5 sens, l'oreille musicale, l'œil pour la beauté, ça c'est le produit de l'œuvre de toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qu'on veut dire lorsqu'on parle d'héritage culturel. Et c'est vrai, oui, que les masses se sont fait exclure de cette sphère de culture pendant des milliers d'années. Les masses ont été réduites au travail physique. Le travail mental était le privilège des dirigeants. Mais est-ce que ça signifie qu'on doit jeter à la poubelle tout cet héritage ? Est-ce qu'on jette à la poubelle la technique et les machines, juste parce que c'est l'héritage des sociétés de classe? Non, et il va de pair avec l'héritage culturel. Au contraire, nous disons que c'était à travers l'histoire des sociétés de classe que cet héritage culturel ait pu être construit et a pu fournir la base pour la société. Ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, ce n'était que la préhistoire de l'humanité. Et ce que j'ai pu vous montrer là, c'était des petits germes du potentiel de l'humanité. Et je trouve très triste de ne pas pouvoir parler plus sur la révolution russe, parce que je pense que si cette période était en fait montrer en germe l'énorme potentiel de l'humanité, et ceci dans des conditions arriérées. Ok, en fait, je viens de sauter plusieurs pages parce que je pensais que le temps qu'il me donnait, c'était... Ouais, il n'y avait pas de traduction toute la semaine. Tant mieux, il me reste encore un peu de temps. Goodbye communisme, on revient vers la Renaissance. Non, on retourne aux Lumières et l'histoire s'est pas arrêtée aux révolutions bourgeoises. Et ce qui est clair, c'est que la révolution bourgeoise n'a pas tenu ses promesses d'égalité, fraternité, liberté. Au contraire, le capitalisme, il voile sa naissance en étant plein de sang et de sueur. Et l'industrialisation et aussi la réaction napoléonienne a amené à de la peur et de la destruction en Europe. Et ceci trouve sa contre-réaction aussi dans la sphère de l'art avec la romantique, dans laquelle cette période est comme travaillée, digérée. Et en fait, cette impuissance face à ce qui se passe, cette impuissance face aux forces naturelles, il trouve son expression. Le peintre Goya, espagnol, en est un bon exemple. Qui critique avec ses œuvres la terreur, les horreurs commises par Napoléon en Espagne. Ou bien Shelley, Lord Byron, un littéraire très inspirant. Et ces étaient des révolutionnaires. Ou aussi Beethoven, qui ont défendu la Révolution française, même après la réaction.
contrairement à Schiller, qui était un élément vacillant. Et avec la montée de la bourgeoisie, pour devenir classe dirigeante, elle devient de plus en plus un obstacle elle-même au développement de l'art. L'art devient marchandise. La couche petite bourgeoise d'artistes devient pauvre. Ça veut dire si on a la prétention d'une art libre. La bourgeoisie développe ses salons, ses théâtres, etc., où l'art est en fait vu comme une activité d'amusement pour une couche dans la société. La France est devenue comme un centre artistique avec ses salons d'artistes. Et la liberté culturelle est peut-être écrite dans la loi, mais c'est quoi le contenu de cette liberté culturelle? Tu as le choix de pouvoir abandonner ta liberté culturelle pour trouver ta place dans un de ces salons, ou bien tu finis en pauvreté. Donc les courants artistiques qui se développent aussi toujours en tant que réponse à l'art établi, à l'art dominante dans ces salons, par exemple. Et Trotsky, il disait une fois que la bourgeoisie, elle est très puissante en ce qui concerne sa capacité de s'en accaparer de ces courants artistiques et de s'en servir. Et là, on voit aussi qu'il y a un courant artistique qui suit le prochain, et ainsi de suite. Quand même, aussi dans cette période, il y a des grands trésors artistiques. Il y a la modernité qui est fondée. Pour la peinture, ce qui était important, c'était l'invention de la photographie. De nouveau, une impulsation de la technique de l'économie qui a donné à la peinture une nouvelle direction vers l'abstraction. Parce que maintenant, dans l'art illustratif, il était possible d'aller au-delà, de faire de la science, soi-disant d'être le plus détaillé possible, mais de pouvoir aller vers l'abstraction. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait moins de réalisme, mais pas moins de réalité dans le sens recherche de vérité. Le centre de gravité a tourné vers la question, c'est comment l'essence de comment l'homme regarde sur le monde, ce qui est la question au cœur du courant de l'impressionnisme. Peut-être vous connaissez Monet comme représentant de ce courant. C'était aussi le dernier courant qui faisait encore partie de cet essor capitaliste fin 19e. Donc dans l'impressionnisme, pour la première fois, il était question de travailler avec la lumière, de travailler aussi avec des tâches. Et là, on voit aussi comme ce courant artistique, il lutte contre l'académie. Et c'est seulement après la Commune de Paris qu'il s'est vraiment arraché cette place. Mais après, ça se fait incorporer dans le système et ça voit une chute rapidement. Mais il y a des communards qui ont participé à ce courant artistique. Mais je veux encore parler de mon artiste préféré, Van Gogh. C'est pas si facile de le catégoriser parce qu'il fait plus vraiment partie de l'impressionnisme. Pour moi, il est aussi un peu comme emblématique pour un artiste dans le capitalisme. Il grandit fin 19e siècle en tant que fils d'une famille de commerçants aux Pays-Bas. Il est très sensible et il souffre beaucoup des pressions, des exigences de la société et il a des sympathies pour les pauvres, pour les paysans. Au début, il travaillait en tant que prêtre en randonnée permanente, mais il n'était pas un bon prêtre, du coup les paysans l'ont régulièrement chassé. Mais c'était un peintre qui s'est auto-appris avec beaucoup de peine tous ces skills. Ce qui ne signifie pas qu'il ne s'est pas inspiré de beaucoup de peintres. Donc au début, il allait vraiment à la campagne aux Pays-Bas et il a peint des images brunes comme ça, des dessins bruns comme ça. Donc la peinture la plus connue de cette époque, elle s'appelle les bouffeurs de patates. C'est d'une famille de paysans qui pouvaient visiter pendant des semaines. Mais après, il est allé en France et il a découvert de plus en plus son style en fait caractéristique. Ces images, ces dessins avec les couleurs fortes et claires et ces images qui illustrent très bien la nature en cours la nature en mouvement. Et ça illustre mon point de tout à l'heure, que c'est pas moins vrai juste parce que c'est pas une copie parfaite de la nature. Mais non, il essaie de faire ressortir l'essence de ce qu'il observe. Et je trouve ces peintures, c'est vraiment, si tu les regardes, c'est comme si tu regardais le monde avec ton cœur.
Il n'y a pas d'artiste qui m'a autant touché que Van Gogh depuis que je suis enfant. Et j'ose dire, si vous regardez ces peintures et vous ne ressentez rien du tout, dans ce cas, vous n'avez jamais appris à sentir quelque chose et j'ai de la pitié pour vous. Pour moi, c'est vraiment un génie artistique, un des plus grands de tous les temps. Mais pendant toute sa vie, il était tellement pauvre. Il n'a vendu aucune de ses peintures pendant sa vie, sauf à son frère, ce qui était une gentillesse de sa part. J'ai lu les lettres qu'il a écrites à son frère. C'est vraiment un chemin de souffrance. À côté de l'amour envers les gens et son art, on voit dans ses lettres, il répète fois après fois que mon plus grand objectif dans ma vie, c'est d'être sans sentiment de culpabilité. Il voulait aller à la Légion étrangère. Schuldenfrei dans le sens sans dette. Mon plus grand rêve, c'est juste d'être sans dette. Donc il était prêt de devenir mercenaire, même pour cela. Une citation de ses lettres. L'époque que nous traversons, c'est une véritable renaissance de l'art. La tradition paresseuse, elle est en haut, mais en vrai, elle est nulle. Les nouveaux peintres, en isolation, pauvres, se font traiter comme des tarés et en fin de compte, ils deviennent tarés à travers ça. Et vous le savez probablement, Van Gogh lui-même, il a pété un câble. Au diable, un tissu que moi je dessine dessus vaut plus que le tissu. Au diable, mes exigences ne dépassent pas cela. Mais au nom de Dieu, j'ai le droit de peindre, j'ai le droit à une existence. Et ces peintures ont changé le monde. Il n'y a quasi aucun artiste qui n'a pas regardé ces peintures et s'est pas fait inspirer par lui. Aujourd'hui, sur le marché d'art, ces œuvres font partie des œuvres les plus chères dans l'histoire. Elles se font vendre pour des milliers. Elles finissent dans des collections privées de quelques riches qui maltraitent aussi souvent ces peintures et qui les rendent surtout pas accessibles aux larges couches. Et si on a compris un tout petit truc de Van Gogh, c'est que son art est destiné à être accessible aux gens pauvres, normaux. Le capitalisme détruit, il détruit pas juste l'accès des masses à ses œuvres, mais il détruit aussi les artistes eux-mêmes. Et c'est aussi pour ça que nous disons que l'art aujourd'hui est révolutionnaire. Parce que l'art ne peut se libérer qu'elle-même au cours de la révolution. L'art ne peut pas se libérer elle-même. Pour cela, lisez l'éditorial de Allen dans le nouvel Lidom. Also ich komme nochmal zu meinem Schluss. Encore une fois, vers ma fin, l'art fait partie de l'humanité. Et nous avons un énorme héritage. Et cet héritage, on doit s'en accaparer parce que nous allons construire le nouvel homme à partir de cet héritage. La révolution russe a indiqué ce qui est possible. Surtout aussi avec ce point de l'accès des masses à l'art, cette soif culturelle qui s'est créée. J'ai ici la biographie de Stanislavski, un des plus grands régisseurs et scientifiques au niveau du théâtre. Il était lui-même pas révolutionnaire, mais il soutenait la révolution russe. Et dans ce livre, il décrit la face de la révolution. Il dit, avant, on avait toujours le même public dans les théâtres, l'aristocratie, les citadins, les bourgeois. Mais depuis le début de la Révolution, il y a beaucoup de larges couches qui ont visité les théâtres. Ils viennent de partout en Russie. Il y a des migrants, il y a des soldats, des jeunes, des salariés et des paysans aussi qui n'avaient encore aucun accès à l'art. Et il dit, ces spectateurs se réjouissaient énormément du théâtre. Ils ne venaient pas par ennui au théâtre, mais en plein suspense, en attendant quelque chose de jamais vu. Il décrit aussi comment ces nouvelles couches ne savent pas se comporter. Ils ne sont pas tranquilles sur leur siège. Ils craquent tout le temps des noix, mais il a vite pu gérer ça. Et il disait aussi, nous artistes, nous avons compris, non, notre cœur, il battait très fort quand on a compris que les portes du théâtre s'ouvrent maintenant.
Et nous sentions en tant qu'artistes que nous avions une tâche importante vis-à-vis de ces gens. Et quelque chose qui est le plus touchant, c'est sa fascination envers un paysan. C'est un paysan qui, au cours de plusieurs années, est toujours venu une fois par an à Moscou pour regarder le théâtre. Une fois par an, ce paysan, avec un sac, avec ses meilleurs vêtements, il a fait le chemin et il est venu à Moscou. Il avait soif de savoir par rapport à toutes les nouveautés dans le théâtre. Pendant le dîner, et après on est allé au théâtre. Et pendant le théâtre, il est devenu et rouge et blanc à cause de la tension qu'il avait, et excitement. Et après le spectacle, il ne pouvait pas s'endormir, donc il traversait, il se promenait dans la ville pendant des heures pour digérer les expériences. Et c'est ainsi que ce paysan regarde tout le répertoire du théâtre. Après, il s'est déshabillé, il a enlevé ses jolis vêtements, il a de nouveau mis ses vêtements de paysan et il rentrait à la campagne, où il écrivait plein de lettres philosophiques qui l'aidaient à comme manger en portions la réserve d'expériences ramenée depuis Moscou. Et Stanislavski pense qu'il y avait beaucoup de spectateurs de ce genre. On sentait leur présence et notre devoir artistique envers eux. Il faut se figurer ça. Il s'agit d'un des pays les plus arriérés du monde à l'époque, avec un taux de 70% des gens qui pouvaient ni lire ni écrire, énorme pauvreté. Mais malgré tout ça, le théâtre est devenu une partie intégrante et tellement importante de leur vie et d'inspiration. Et c'était aussi un levier important en ce qui concerne l'appropriation culturelle des masses. Lénine et Trotsky l'ont répété maintes fois. La bourgeoisie s'est accaparée l'art avant d'arriver au pouvoir. La classe ouvrière est une classe d'esclaves. Elle n'a pas ce privilège. Elle doit lutter pour ce privilège de manière révolutionnaire. Et ça veut dire que la prise de pouvoir politique n'est pas encore l'accaparation de l'art. Ça commence seulement. Donc Lénine et Trotsky voyaient ça comme très très haute priorité après avoir vaincu dans la guerre civile. Pour vraiment dire aux masses, c'est à vous maintenant de gérer la société. Vous, classe ouvrière, et les paysans. Mais pour cela, vous avez besoin d'un niveau culturel. Et ça, c'était un des obstacles principaux pour prendre en fait en main les forces productives. Et de craquer des noix, c'est peut-être un exemple marrant, mais c'est juste un de ces exemples. Il fallait apprendre à se discipliner, s'approprier un niveau technique, de vraiment éduquer ses propres 5 sens desquels parlait Marx. Et de faire ça de manière inspirante, c'est ça que arrive seulement à faire l'art. On n'a pas dit vous devez maintenant gérer la société et donc pour ça vous devez vous approprier l'art. Les gens voulaient comprendre, ils allaient eux-mêmes au théâtre pour se faire inspirer. Ils faisaient eux-mêmes aussi du théâtre. Il y a cet exemple en fait qui montre que dans chaque usine, il y a des groupes de théâtre qui se sont développés, des fois même plusieurs. Et tout le monde qui était présent hier au théâtre ont vu en germe à quel point ça peut être inspirant. En même temps, la révolution russe a donné une impulsation massive à la production artistique. J'ai honte d'avoir presque rien dit là-dessus, parce qu'il s'agissait d'une explosion d'art. Et ces artistes, Stanislavski dans la sphère du théâtre, Mayakovsky dans la sphère de la poésie, Tatin dans la sphère de l'architecture, Eisenstein dans le film, ont écrit l'histoire mondiale. Ont inspiré jusqu'à aujourd'hui l'art au niveau mondial aussi dans l'Occident capitaliste. Et j'ai en fait seulement sauté ces passages dans mes notes parce que je sais qu'il y aura encore des contributions là-dessus après. Et aussi parce que tout mon sac à dos de littérature traite de la révolution russe quasiment et il est là. Venez voir, prenez des photos et commandez vous-même. Mais quand même je dirais qu'il s'agit seulement d'un premier germe. Il faut s'imaginer un pays tellement arriéré, pauvreté, destruction, analphabétisme. Et la période du développement libre au niveau de l'art s'est terminée avec l'essor du stalinisme, lorsque l'art a dégénéré en un culte bureaucratique qui n'avait plus rien à voir avec l'art comme le comprenaient Lénine et Trotsky, les bolcheviks. Mais ça c'est le point, on a seulement vu le potentiel en germe de la véritable révolution de l'humanité.
qui sort de la sphère du règne des animaux en la sphère véritablement humaine, du règne de la nécessité vers la sphère de la liberté. Et c'est en ça que consiste notre tâche aujourd'hui. Avec cette grande inspiration, on doit se réaccaparer cet héritage. On doit faire chuter les capitalistes qui sont assis sur cet héritage et le dominent et nous excluent. Et comme Marx appelait les communards, je veux terminer. C'était des guerriers qui allaient vers le ciel, quoi. Oui. Qui on en a assez de la vie d'esclave et de se faire tuer au niveau de l'esprit, qui veulent conquérir le ciel afin d'établir un paradis sur terre. Et de la Commune de Paris a résulté notre chanson la plus fameuse. Du passé, faisons table rase, nous ne sommes rien, voyons tout. Adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo